Je commence déjà par vous prévenir que, dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais montrer une vidéo réelle du moment exact de l'incident qui a été capturée par une caméra fixée sur l'un des travailleurs. Ces images sont plutôt troublantes. Et si vous avez peur de la mer ou si vous êtes claustrophobe, prenez votre tisane de camomille parce que vous en aurez besoin. Les détails de l'histoire sont dérangeants et vont vous faire vous tortiller d'agonie. Là, sur votre canapé. Salut à tous, je suis Sou, bienvenue partout sur la chaîne. Si vous aimez comme moi les histoires étranges, crimes réels, théories du complot et curiosités. Fou, non? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Et aimer, commenter, partager, parce que tout cela aide beaucoup de monde ici sur la chaîne. D'accord? Allez, on passe à la vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène dans un endroit dont je n'avais encore jamais raconté d'histoire. Direction les Caraïbes, sur l'île de Trinité et Tobago. C'est là-bas que, le 25 février 2022, un homme de 36 ans nommé Christophe Boudran s'est réveillé très tôt. Peu après 4 heures du matin, il s'est levé doucement pour ne pas réveiller sa femme et est allé préparer un petit déjeuner copieux. Pendant que l'eau bouillait, il a fait une routine d'exercice qu'il pratiquait chaque matin. Il faisait cela parce que son travail était très spécialisé et exigeait qu'il soit en excellente forme physique, tu sais. Plongeur professionnel depuis plus de 10 ans, il était spécialisé dans l'industrie pétrolière et gazière. À 5h30 du matin, il était prêt à partir. Il a ouvert la porte de la chambre de ses 3 enfants, il leur a jeté un dernier coup d'œil pendant qu'ils dormaient, et hop, il est parti travailler. Il était heureux car il avait trouvé un emploi chez Pariafield, une entreprise pétrolière. Et la base où il travaillait se trouvait littéralement au coin de sa maison, à seulement 2 minutes. Quelle bonne chose! Christopher était payé pour effectuer plusieurs tâches sous l'eau, comme inspecter les tuyaux, souder ou simplement déplacer des équipements d'un endroit à l'autre. Dernièrement, son travail consistait principalement à entretenir et à conserver les oléoducs qui servaient à transporter le pétrole des navires jusqu'à la terre ferme pour qu'il puisse être traité et raffiné. Ces oléoducs sous-marins étaient en forme de U, avec 2 sections verticales à chaque extrémité qui sortèrent de l'eau et relaissiaient ces 2 sections verticales. Il y avait une section d'environ 350 mètres de tuyauterie qui longeait le fond marin à environ 20 mètres sous la surface. Les navires accostèrent près de la sortie qui se trouvait à 350 mètres du rivage, connectèrent un tuyau et déchargèrent le pétrole dans la canalisation qui l'amenait jusqu'à la sortie, près de la côte. Pendant que j'étudiais ce cas, je me suis demandé pourquoi il ne déchargeait pas un navire directement à quai dans le port. Mais tard, j'ai fait des recherches et il y a plusieurs raisons qui sont tout à fait logiques. D'abord, à cause de la profondeur du port. Ces navires sont très grands et ont besoin de ports très profonds pour accoster. Ensuite, cela a moins d'impact sur le trafic du port, puisqu'il n'est pas nécessaire d'occuper la place d'un autre navire pour décharger. Enfin, pour des raisons de sécurité liées aux incendies, explosions ou fuites, par exemple. Mais revenons-y. Ce jour-là, Christopher est arrivé au travail et on a confié à lui et à un groupe de plongeurs la tâche de rouvrir l'un de ces oléoducs qui était hors service depuis plus de 4 ans. Des Sarmonsots. L'entreprise attendait de nombreux navires à décharger et avait besoin que l'oléoduc fonctionne à nouveau. Regarde bien, quand ils désactivent ce type d'oléoduc, ils doivent suivre un protocole spécifique pour pouvoir le réactiver plus tard. L'extrémité qui reste là-bas, en mer, reste telle qu'elle, mais celle qui est près du quai, ils doivent te la sceller. Pour cela, ils mettent une sorte de bouchon gonflable géant à la sortie du conduit. Ils le gonflent à haute pression jusqu'à ce que le tuyau soit complètement scellé. Ensuite, ils immergent dans cette partie de la tuyauterie pour ne pas gêner le trafic portuaire. Pour rouvrir l'oléoduc, ils doivent là descendre une structure, comme une petite maison, au-dessus du tuyau. Maintenant, imagine ça. Peut-être que vous avez déjà fait ce jeu dans la piscine quand vous étiez enfant. Si vous plongez un seau à l'envers dans la piscine, même si vous l'enfoncez bien, il restera toujours de l'air à l'intérieur du seau. On peut même mettre sa tête à l'intérieur, sous le quai à nouveau. Et alors, que se passe-t-il? Et sous le quai, que se passe-t-il à l'intérieur du quai? Ça recommence. Que se passe-t-il? La pièce quai qui se passe. La pièce. Et alors quoi? La pièce. Et que se passe-t-il? La pièce à l'intérieur du quai reste 2. Et alors, la pièce à l'intérieur du quai reste encore. Et que se passe-t-il? La pièce à l'intérieur reste encore. Le fer rompait la routine monotone de plonger pour nettoyer et inspecter les canalisations.
Il était aussi content car l'équipe de plongeurs assignée ce matin-là réunissait seulement ses meilleurs amis. C'était Kazine, Youssouf, Fizal et Rishi. Elles ont fait le plan pour réactiver l'oléoduc, elles ont décidé qui serait la chef, qui ferait quoi, ce genre de choses. Tu vois ? Alors, elles sont parties vers cette structure dont j'ai parlé au début. Les plongeuses ont sauté du bateau vers la structure submergée, tandis que Kazine filmait avec une GoPro fixée à sa combinaison, et c'est pour ça que nous avons des images réelles de ce qui s'est passé. Tu vas voir. Elles sont passées sous le rebord de l'habitat et sont entrées dans cet espace respirable, juste autour de l'entrée de ce tube. Elles sont montées sur la plateforme, ont retiré l'équipement et, en combinaison de plongée, ont commencé à travailler. Ce qu'elles devaient faire là était relativement simple. Elles devaient essentiellement juste tirer un levier à l'intérieur du tube, ce qui allait dégonfler ce gros bouchon gonflable qui avait été placé à l'intérieur de la canalisation pour la sceller. Arrivées sur place, elles ont réalisé qu'elles avaient oublié une clé anglaise adaptée pour ouvrir le levier. Kazine s'est proposé de remonter à la surface pour aller chercher cette clé. Donc Kazine a remis tout l'équipement de plongée, a plongé à l'extérieur, en dessous, là de la chambre. Elle a nagé jusqu'à la surface, a parlé avec l'équipage du bateau et ils lui ont remis une clé anglaise. Alors elle a nagé de nouveau à l'intérieur de la structure et ainsi elle a ressorti la tête à nouveau. Elle a remis la clé au plongeur le plus proche et ce plongeur a pris la clé et a commencé à manipuler le levier. Elle a forcé un peu et a réussi à desserrer le levier. Cependant, à la seconde où ce levier a été actionné, quelque chose d'horrible s'est produit à l'intérieur de cet espace. On ne sait pas exactement comment cela s'est produit, ni ce qui aurait pu être fait pour l'éviter. Mais en résumé, au moment où ce levier a été actionné, il a commencé à retirer ce grand bouchon qui scellait cet oléoduc inactif depuis 4 ans. Et quand cela s'est produit, le tuyau a perdu son étanchéité. Aucun plongeur ne savait que, pour une raison inconnue, l'oléoduc avait été vidé de l'autre côté, créant une forte pression à l'intérieur. Et lorsque ce bouchon s'est vidé et a débouché cette sortie, en une fraction de seconde, tout l'air à l'intérieur de cette chambre a été aspiré à une vitesse fulgurante à l'intérieur de la canalisation. Mais il n'y a pas su que de l'air. Le vide était si grand et la force d'aspiration si intense que tous les plongeurs ont été aspirés instantanément à l'intérieur du tube. Tu te dis, est-ce qu'on peut croire à ça ? Imaginez, mes amis, certains se sont cassés bras, jambes ou cogné la tête. La force a aussi aspiré l'eau de mer à l'intérieur du conduit. À un moment, les hommes étaient là, tranquilles, dans une chambre, travaillant, discutant. Et tout à coup, ils glissaient à des centaines de kilomètres à l'heure dans un tunnel rempli d'eau. Ils devaient retenir leur souffle puisqu'ils avaient retiré tout leur équipement de plongée en entrant dans cette structure. Tu imagines la panique ? Soudain, la pression à l'intérieur de cette conduite s'est équilibrée et ils ont arrêté d'être aspirés dans le tube. Ils retenaient déjà leur souffle depuis environ 1 minute et demie quand ils ont enfin commencé à ralentir et à s'arrêter. Et, par miracle, ils se sont arrêtés dans une section de ce tube horizontal qui n'était pas complètement posée au fond de la mer. Elle était un peu surélevée, créant une petite poche d'air. C'est là qu'ils se sont arrêtés. C'est Dieu, non ? Je vais diffuser la vidéo de la caméra de Kazine, tu verras qu'il ne se passe rien. Tout va bien et Kazine est simplement à l'intérieur de la structure et tous les plongeurs vont bien. Puis, soudainement, sa caméra devient tout simplement noire. Que se passe-t-il là-bas ? Il a été aspiré si vite dans la tuyauterie qu'on dirait que l'enregistrement a été coupé. Alors qu'en réalité, c'est la vitesse à laquelle tout ce qui se trouvait à l'intérieur de cet endroit a été aspiré dans le tuyau, y compris les plongeurs. Cette vidéo m'a vraiment effrayée, donc avertissement pour ceux qui préfèrent t'éviter. Dans 3, 2, 1... Dès qu'ils se sont arrêtés, ils ont commencé à crier et à s'appeler les uns les autres. Et ils se sont rendus compte que les 5 étaient vivants.
et qu'ils étaient tous plus ou moins proches de cette poche d'air. Même si on ne voit rien sur l'enregistrement, car l'intérieur du tube était totalement noir, la caméra a capté les sons. On peut les entendre communiquer et vérifier qui était présent. On peut aussi entendre certains plongeurs qui s'étaient cassés plusieurs os gémir de douleur. Mon Dieu, quelle horreur! Oui, n'est-ce pas? Là-bas, là. Hein? Nous sommes un coup, nous sommes... Ma mère. Au revoir. Après avoir vérifié que tout le monde était en vie, ils se sont rendus compte que par chance, tout le monde avait été aspiré debout dans le tube. Ils se sont regroupés et ont coincé leurs pieds sous les aisselles de la personne en dessous afin de créer une grande chaîne et de rester ensemble. Ils ne savaient pas ce qui s'était passé, mais ils savaient qu'ils devaient trouver un moyen de sortir de là immédiatement. D'abord parce qu'ils ne savaient pas si le tube pouvait se remplir à nouveau d'eau ou les aspirer encore plus profondément. Ensuite parce que l'oxygène et cette poche d'air ne dureraient pas très longtemps non plus, et ils ne savaient pas si les secours arriveraient à temps. Christophe avait été le dernier à être aspiré et se trouvait au sommet de la chaîne humaine. Heureusement, il ne s'était pas gravement blessé et essayait de tirer tous ses amis vers la sortie de la canalisation. Le tuyau était très étroit et on pouvait à peine plier les jambes pour pousser avec les talons. Tous tentaient de synchroniser leurs mouvements pour avancer, mais certains restaient immobiles à cause de fractures aux jambes. Regarde comme c'est horrible. Ils ont continué à ramper, mais ils sont rapidement arrivés dans une zone complètement inondée. Sans bouteille d'oxygène, ils devaient retenir leur souffle. Écoute bien le dilemme. Ils n'avaient aucune idée de la longueur de cette section inondée du tunnel. En fait, ils ne savaient même pas s'il y avait une autre zone avec ces poches d'air. Donc, si l'un d'eux nageait dans la zone submergée, c'était comme tirer à l'aveugle. On ne peut nager qu'en avant, et soit on trouve une autre poche d'air, soit on se noie. Mais aussi, si tu n'essayes pas, tu ne sais pas si tu vas finir par manquer d'air et suffoquer. Mon Dieu, n'est-ce pas, les amis? Qu'est-ce que vous feriez? Christopher et le gars qui était juste en dessous de lui, Fizal, étaient allés seuls à être en pleine forme et prêts à tenter cette mission potentiellement suicidaire. Les autres étaient trop blessés et ont commencé à paniquer. Ils criaient et suppliaient les deux de ne pas les laisser seuls là-bas. Mais il n'y avait rien à faire. La seule chance de survie était que quelqu'un sorte du conduit et prévienne les secours qu'il y avait des survivants à l'intérieur. Alors, Christopher et Fizal ont commencé à nager dans la section inondée de la canalisation. Obscurité totale, sans aucune idée de ce qui allait se passer. Regarde comme c'est horrible. Ils avancent quand puis semblent avoir fait le mauvais choix. Par miracle, ils sont arrivés dans une autre section qui avait une poche d'air. Par un miracle plus grand, dans cette poche d'air, Christophe a senti quelque chose frapper sa tête au-dessus de lui. En passant son bras, il a vu que c'était 2 cylindres de secours et en a donné un à Fizal. Il pouvait désormais traverser les zones inondées sans difficulté. La difficulté serait de pousser ces cylindres à l'intérieur du conduit. Celles qui ont déjà plongé ici savent que ces cylindres sont vraiment lourds. Et ça a dû être toute une mission de pousser ces choses-là à travers la tuyauterie. Ils ont avancé jusqu'à atteindre une autre zone inondée, ils ont activé les cylindres, ont coulé et ont continué à nager. Même si c'était réussi, il n'avait pas encore donné le meilleur de lui-même, il n'avait pas encore atteint son meilleur niveau. Pendant l'épreuve de vitesse, 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 pendant l'épreuve de vitesse. Ils sont arrivés dans cette poche. Fizal a commencé à crier et à dire des choses qui n'avaient aucun sens.
Christophe a compris que son ami paniquait. Imaginez vivre une crise de panique dans un tube sombre au fond de la mer. Oh mon Dieu, Christophe était resté calme, a tenté d'apaiser Fizal et a continué avec lui. Mais quand il est devenu évident qu'il n'irait pas, Christophe a dit à Fizal « Écoute, je vais continuer seul alors, je vais chercher de l'aide pour qu'on puisse revenir et te sauver. » Fizal, qui était déjà paniqué, l'était encore plus et a supplié Christophe de ne pas le laisser seul là-bas. Mais Christophe savait qu'il devait continuer, il n'y avait pas d'autre solution. Christophe a de nouveau actionné le cylindre, a plongé et s'est dirigé vers la sortie. Hélas, ce passage submergé était aussi très long. Bien que Christophe ne puisse pas voir le manomètre, en tant que plongeur très expérimenté, il a compris que l'oxygène de la bouteille était en train de s'épuiser à cause de la qualité de l'air. C'est là qu'il a eu encore une chance incroyable. Il commençait déjà à paniquer quand soudain, il a ressenti un choc. Une autre bouteille de plongée l'attendait là. Rapidement, il a activé la nouvelle bouteille et littéralement, il a poussé un soupir de soulagement. Il a nagé encore 1 heure lorsqu'il a soudain senti quelque chose heurter le côte de la canalisation. Il n'en croyait pas ses yeux. Il a nagé aussi vite qu'un fou vers la sortie de l'oléoduc et peu de temps après, il y est enfin arrivé. Vous pouvez y croire? Le niveau de l'eau était bas par rapport à la structure et il n'arrivait pas à grimper, mais au moins, il était en vie. Heureusement, il n'a pas eu à attendre longtemps car un plongeur de sauvetage est apparu sur la structure et il a eu une sacrée frayeur quand il a regardé à l'intérieur du pipeline et a vu Christopher là. Il a été secouru et ramené à la surface. En arrivant là-bas, il a vu que l'entreprise Paris & Fil avait toute sa structure de sauvetage sur place. La garde côtière de Trinité et Tobago était aussi présente avec bateaux et plongeurs de sauvetage. Il était évident que tout se préparait à une opération de sauvetage. Christopher, qui était complètement traumatisé et blessé, a couru jusqu'à l'endroit où les autorités dirigeantes étaient réunies pour planifier le sauvetage. Et il a dit « Mes 4 amis sont encore en vie et je les ai entendus frapper contre les tuyaux. Je sais qu'ils sont dans des poches d'air. Vous devez redescendre et vous devez les sauver. Mais maintenant, tenez-vous bien, mon peuple. » Après de nombreuses discussions, les autorités ont décidé qu'ils n'étaient pas sûrs d'envoyer l'équipe de secours à l'intérieur de cette canalisation. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas d'équipement spécialisé pour ce type de sauvetage et qu'ils ne risqueraient la vie de personne pour les sauver. Quand Christophe l'a découvert, qu'il n'allait même pas essayer de sauver ses amis, qu'il savait vivant là-dessous. Il a pris une bouteille d'oxygène et tenté de replonger pour sauver ses amis, mais les autorités l'en ont empêché. Les infirmiers lui ont administré un sédatif et l'ont emmené d'urgence à l'hôpital. La nouvelle de l'accident a bouleversé la petite île, et les gens se révoltèrent contre les directeurs de l'entreprise et contre les gardes-côtes qui n'envoyaient personne pour les secourir. Au cours des 2 jours suivants, plusieurs plongeurs sont allés jusqu'à la canalisation par l'extérieur et entendaient encore les 4 hommes frapper contre les parois de la canalisation et appeler à l'aide. Mon Dieu, quelle chose horrible. Plusieurs plongeurs locaux se sont portés volontaires pour entrer dans le conduit, mais les autorités ne l'ont pas permis. À l'hôpital, Christophe s'est réveillé, s'est donné son congé et est sorti pour retourner sauver ses amis dans l'eau. Encore une fois, les autorités lui ont interdit de tenter le sauvetage. Oh là là, imaginez une situation aussi terrifiante, mes amis. Pendant 2 jours entiers, les 4 plongeurs sont restés piégés dans la situation la plus claustrophobique et horrible, oui, inimaginable. Et ils ont continué à taper sur les tuyaux et à faire des bruits qui pouvaient être entendus à la surface, mais personne n'a rien fait. Alors, finalement, le 27 février, les bruits se sont arrêtés à l'intérieur de la tuyauterie, indiquant que les hommes étaient finalement morts. Ils sont morts asphyxiés par manque d'air ou en tentant de traverser un long tronçon submergé de la tuyauterie, retenir leur souffle et se noyer. Le 28 février, les corps des 3 plongeurs ont été retrouvés. Le corps du 4e plongeur n'a été récupéré que le 3 mars. Fin 2022, une commission d'enquête a été créée pour comprendre les faits et sanctionner les responsables. Et si vous vous demandez déjà si un gros bonnet de l'entreprise est de nouveau en lice pour le poste? Christopher a été interrogé et c'était très émouvant, il a raconté tout ce qu'il a vécu. Mais plusieurs directeurs et gros bonnets de l'entreprise ont aussi été interrogés et ont fait preuve d'un sang-froid effrayant. La commission a découvert que l'entreprise n'avait jamais créé de protocole ni de plan de sauvetage pour ce type d'accident. Quelle entreprise? Elle a fait peu ou aucune tentative pour secourir les survivants et elle a même empêché les plongeurs bénévoles d'accéder à l'holo du dos pour tenter le sauvetage. La conduite de l'entreprise a été jugée comme une négligence grave et criminelle avec recommandation de poursuivre Paria pour homicide d'entreprise.
Les directeurs de l'entreprise ont déclaré qu'en vertu de la loi de Trinité et Tobago, ils n'étaient pas obligés de procéder au sauvetage, mais seulement de prévenir les autorités. Ils ont soutenu qu'ils n'ont permis à personne d'entrer dans le conduit parce que c'était trop dangereux et qu'ils ne voulaient pas provoquer d'autres décès. Non, et il semble bien que tout cela va finir en queue de poisson, n'est-ce pas ça se passe mes amis? Elle doit être inculpée dans les 6 mois suivant le crime, sinon le crime est prescrit. La commission d'enquête n'a eu lieu et ne s'est achevée qu'après les 6 mois suivant l'accident. Donc, même s'ils ont recommandé une inculpation pour homicide d'entreprise, les avocats ont soutenu que le crime était prescrit et que personne ne pouvait être puni. À la date de cette vidéo, il ne reste dans les registres criminels que la recommandation de la commission concernant les directeurs. Mais regarde, rien n'a avancé. Seuls certains sont protégés. Bisous à Soraya de Santos, un super bisou pour toi. Alors, voilà mon peuple, quelle histoire. Horrible. Voir tout ça m'a déjà fait mal et m'a rendu mal à l'aise. Vous avez aimé? Laissez déjà un like, dites-moi ce que vous en avez pensé, profitez-en pour partager avec ceux qui veulent être aussi désespérés que moi. Partagez ça tout de suite. Restez connectés pour la prochaine vidéo. Salut! Aïe, l'épaule me fait mal. Oh là là, je ne sais pas ce que j'ai fait.